Salut à vous, chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. 17e journée de championnat de Ligue 1 McDonald's. Les Stéphanois se déplaçaient en terre parisienne au Parc des Princes. C'était le match du dimanche soir. Résultat, défaite 2-1. On va revenir longuement dans cette émission, évidemment, dans cette émission et en ce froid glacial, les glaçons d'honneur de cette émission. Olivier et Eric, salut à vous. Ça va, on n'est pas trop froid là aujourd'hui. Salut à toutes et à tous. Donc on va revenir donc sur cette défaite 2-1, je le disais. On passera des titres musicaux, évidemment. Il y aura une page alti-ligérienne et c'est une émission un peu spéciale puisque en direct à 20h45 se joue en Normandie Div Cabourg face à notre équipe Ponote Le Puy. Ça commence donc dans une dizaine de minutes et on vous tiendra tout au long de l'émission de l'évolution de la première mi-temps. On passera bien sûr une page agenda, puis on clôturera l'émission avec les coups de cœur et les coups de tête. Bref, c'est parti pour 55 minutes de rock and foot et on commence tout de suite avec le match du week-end. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Pour la compo, c'est pas compliqué. Elle est à côté de nous sur le tableau là. On a pris les mêmes et puis on a recommencé ce week-end à une exception près. Mais je vous énumère quand même les soldats choisis par Eirik Horneland pour affronter les invincibles du Paris Saint-Germain. Larsonneur dans les buts. En défense, c'est Apia, Nadé, Batou, Pinsika et Petro. Au milieu de terrain, Ekwa entouré de Bouchoirie et de Mouton. Et puis devant, c'était Stassin, Cafaro et Davitashvili. Et l'exception, elle est là, c'est Davitashvili qui remplace Boaké dans le 11 stéphanois. Alors avec Horneland, ça commence toujours très fort. Et les Parisiens ont bien failli se faire surprendre dès le début par le pressing des Verts à 2 reprises. Dès l'entame, c'est Davitashvili qui oblige Donnarumma à faire une claquette. Et quelques minutes plus tard, c'est Stassin, bien lancé par Mouton, qui va manquer de réactivité et rater son 2 contre 1. Quelle entame! On n'était pas habitués et les Parisiens non plus. Malheureusement, au quart d'heure de jeu, ce sont eux qui vont ouvrir la marque par Dembélé en contre. C'est d'une frappe puissante des 20 mètres, 1-0 pour le Paris Saint-Germain et bientôt 2-0 à la suite d'une main de Petro. L'arbitre donne penalty et Dembélé permet aux Parisiens de faire le break. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Malgré le pressing, les Parisiens continuent leur temps fort. Il faut toute la vigilance de Larsonneur pour contrer Barcola et l'aide de la VAR pour refuser un but au même Barcola pour une faute sur Bouchoirie. Au retour des vestiaires, les Verts ne vont pas changer leur plan. Pressing tout terrain à nouveau. Mais à l'heure de jeu, sur une nouvelle phase de contre-pressing, c'est Davitashvili sur coup franc qui va inscrire un but. J'ai oublié de signaler le changement à la mi-temps, celui de Cafaro qui laisse sa place à Boaké. Et je ne sais pas si c'est ça qui va changer, mais en tout cas, à l'heure de jeu, sur une nouvelle phase de contre-pressing, Davitashvili hérite d'un coup franc bien placé. Et il va le transformer en contournant le mur d'une frappe puissante. 2-1 donc. Les Verts vont se donner le droit de rester dans le match. Je vais la faire courte dans cette fin de match car le score ne va pas bouger malgré des occasions de part et d'autre. Les meilleures étant en plus stéphanoises. Un chiffre cependant pour finir, la possession des adversaires du Paris Saint-Germain cette saison au Parc. Alors pêle-mêle, Montpellier a eu la balle 30% du temps, Brest 33, Riron 36, Rennes 38, le PSV Eindhoven 39, Lens 31, l'Atlético 29, Toulouse 27, Nantes 16, Lyon 32 et Saint-Etienne plus. C'est ceux qui ont tenu le plus la balle 41. Contre Paris Saint-Germain, 41%. C'est une performance. Seul Strasbourg a fait aussi bien, voire même mieux. Depuis, je vous en parle souvent de notre copie conforme de Strasbourg. Eh bien, eux aussi avaient réussi à tenir la dragée haute au Paris Saint-Germain qui joue là-dessus beaucoup la possession. Donc pour moi, c'est le chiffre clé si on veut comprendre cette rencontre. Et elle est assez révolutionnaire pour Saint-Etienne. Merci Olivier. Donc on a compris, belle prestation, mais au final, c'est une défaite. Logique pour toi, Eric ?
Oui, je pense que le score reflète la physionomie de la partie. Défaite logique parce que après une très belle entame de match stéphanoise et deux occasions de Davitashvili, les Parisiens ont su réagir rapidement, donc avec ce but contre le cours du jeu sur la première occasion. Donc c'est sur un pressing haut stéphanois que les Parisiens ont piqué en contre, et puis on a eu beaucoup de mal à faire face à la rapidité de Dembélé, de Barcola et puis même Hakimi, comme on le pressentait dans la dernière émission. Donc à ce moment-là, le PSG a une période forte, il marque un deuxième but sur un penalty évitable une nouvelle fois, on en parlera tout à l'heure. Et puis j'ai eu très peur moi avec le troisième but de Barcola qui finalement a été invalidé par la VAR. À ce moment-là, je pense qu'on aurait coulé, et puis finalement non, deuxième mi-temps le rythme est retombé quelque peu, on a réussi à revenir dans la partie et on a même fini par espérer une égalisation stéphanoise en fin de match. Alors bon, ça aurait été bien sûr conforme à ce qu'attendaient les supporters verts, mais bon, sur l'ensemble du match, je pense vraiment que une victoire 2-1 du PSG reflète assez bien. Ouais, le score, il est simplement de 2-1. Il n'y a qu'un seul but d'écart. Ça vous laisse pas des regrets, Olivier ? Ça te laisse pas de regrets ? En fin de match, on est presque même à regretter certaines actions. On pense peut-être à la plus importante, c'est celle au tout début du match où finalement on est en supériorité numérique et je sais pas si vous vous rappelez, Stassin arrive pas à décaler Davitashvili qui franchement aurait pu inscrire un autre but. Et justement, ça aurait lancé la partie. Alors est-ce que ça l'aurait pas lancé aussi, ça aurait pas titillé les Parisiens qui se seraient énervés juste après, je sais pas, mais bon. Et en fin de match, il y a des occasions en plus. C'est ça qui quand je parle de révolution, c'est que on n'est pas habitué, on n'a jamais vu une équipe stéphanoise à être aussi courageuse, audacieuse contre une équipe qui lui est supérieure. Ça faisait très 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 longtemps que j'ai pas vu une équipe comme ça, avec cette audace quoi, et les Parisiens ont été surpris, mais même à la fin ils les ont félicités. Alors quand tu me dis des regrets, là de toute façon on sait très bien que on va pas chercher des points, c'est pas les points contre le Paris Saint-Germain qui vont nous manquer, c'est les points contre Nantes la semaine prochaine, contre les équipes comme ça. C'est plus un match de gala pour les joueurs en plus qui se sont bien montrés, qui ont fait honneur au maillot stéphanois. C'est plus un match de gala, donc moi j'attendais pas vraiment de points. Je l'avais dit, j'attendais le résultat du crash test, et le crash test est réussi. On a su faire face à cette espèce de bulldozer qui balade à peu près tout le monde en Ligue 1. Ils sont invaincus cette saison, les Parisiens. Oui, mais tu l'as dit, Olivier. Au final, il y a juste un but d'écart, et il y a cette première grosse occasion stéphanoise suite à un bon pressing de la part des joueurs, et puis il y a Stassin qui oublie Davitashvili ou qui le sert pas assez tôt. En plus, c'est pas lui, je crois que c'est le tacle d'un défenseur parisien qui adresse le centre sur Davitashvili, mais s'il lui donne la balle, ça fait but, et ça change quand même pas mal la donne. Sur cette rencontre. Donc c'est pour ça que j'évoque la notion de regret, parce que on aurait très bien pu mener au score là-bas, et tu peux assister à un match complètement différent. Et au final, voilà, il y a qu'un pion. Voilà. Mais dignement perdu, ils ont été vaillants, nos Stéphanois. Et c'est vrai qu'il y a ce renouveau vert sous l'ère du Viking Horneland. Et on l'a encore senti pour le deuxième match sous son aile. Mais au final, c'est bien donc une défaite. Qu'est-ce qui a manqué, à votre avis, lors de ce match, face à des Parisiens quand même largement supérieurs ? Je pense qu'on a beaucoup de mal à faire face à la vitesse des ailiers parisiens, comme je viens de le dire. Donc évidemment qu'il y avait de sacrés clients pour nos défenseurs latéraux, Petro et Apia, face à Dembélé, à Barcola, et puis après quand il y a Doué qui rentre en deuxième mi-temps, c'est pareil. Donc c'est la politique aussi de notre nouveau coach, de faire un pressing haut effectivement, mais ça demande beaucoup d'efforts physiques, et puis ça demande une justesse technique qu'on n'a pas forcément eu. On s'est souvent mis en danger, j'ai trouvé, que ce soit Bouchouari, puis Amougou quand il est rentré, même Nadé. Donc on a pris des risques inconsidérés. Tu l'as dit tout à l'heure, Olivier, le troisième but qui vient d'une faute sur Bouchouari, mais bon, il a un petit peu tergiversé, un petit peu trop joué à la baballe dans notre camp. Voilà, donc je pense que c'est ce qui a pêché un petit peu, cette qualité technique forcément qui n'est pas de la même que celle du côté parisien, et puis donc on a eu du mal à faire face à la rapidité des joueurs offensifs parisiens. Ouais, la vitesse, on est bien d'accord, sacré écart de vitesse entre les deux équipes.
La vitesse, puis du pognon, hein, parce que tous ces joueurs-là, ils ont été achetés à grand fort de pétrodollars. Hein. Donc, s'il manque le talent en Ligue 1, ça s'achète, pardon. Non, on a pétro, mais pas de dollars. Voilà, on a juste pétro, nous. Mais ouais, donc il nous manque certainement ça pour l'instant, parce que le talent, ça s'achète. Hein, on l'a vu, on n'en a pas beaucoup. On a un peu Davidashvili, on a Bouchouari, on a peut-être bientôt Cardona. On va en reparler, je pense. Mais ils sont encore bien en dessous du talent qu'ont les Parisiens. Quand tu penses à Hakimi, par exemple, tu penses à Dembélé quand il est dans un bon jour. Voilà, ça s'achète. Ça s'achète difficilement quand on est Saint-Étienne. Donc moi, j'ai pas vraiment de regrets. Et puis, qu'est-ce que tu veux qui manque quand tu joues avec de l'audace, t'as rien à regretter. Le pire, c'est jouer comme Nantes peut le faire, c'est-à-dire tout le monde derrière, ils sont 10 dans les 25 mètres, et en plus de ça, tu peux perdre. Alors des fois, ça marche, tu fais match nul, mais si en plus tu perds, tout le monde se fait chier, et en plus, tu perds le match 8 fois sur 10. Là, au moins, on a tenté quelque chose. Parfois, contre Paris, c'est la seule équipe qui, franchement, peut nous en mettre 4 ou 5 en jouant comme ça, je pense. On en a déjà pris, avec la stratégie d'Olivier Dalloglio, on en a déjà pris des pleines musettes. Donc, je veux dire, au final, l'un dans l'autre, pour moi, il vaut mieux jouer comme ça. Hein. Donc, manque de technique. Moi, côté stéphanois, je trouve que ça a été criant au cours de cette rencontre. Manque de vitesse de jeu, même si ils ont fait, c'est quand même pas la même équipe qu'au mois de novembre, on est bien d'accord, hein. Mais face à des Parisiens, on voit tout de suite changement de vitesse, de rythme qui est beaucoup plus performant chez les Parisiens. Effectivement, on a entamé le match avec un pressing relativement haut, ça a failli payer, mais ce pressing, il n'est pas toujours productif. Vous pouvez l'expliquer, ce pressing qui est quand même pas évident pour une équipe, parce que faut tenir la route physiquement, et puis il faut pas laisser, faut se placer correctement sur l'espace vert. C'est ça. Après, contre Paris, c'est la pire équipe pour faire ça, mais il a quand même mis en place cette stratégie, mais alors qu'en fait les Parisiens ils sont très doués pour sortir du pressing, justement, ils travaillent ça eux-mêmes. L'autre danger que je vois, c'est comme tu dis, l'épuisement, mais aussi les cartons, parce que quand tu vas comme ça tout le temps comme un chien dans les pieds de l'adversaire, tu vas faire des fautes. Et on a vu qu'on a pris des cartons, et c'est deux joueurs importants qui seront pas là contre Auxerre. Donc le pressing, il a aussi des défauts, on l'a vu. Alors il peut pas marcher tout le temps, surtout contre une équipe comme ça, j'allais dire heureusement, sinon Hordeland, il faut lui faire une statue d'ores et déjà, ça peut pas marcher tout le temps. Et puis surtout, voilà, avec les joueurs qu'il y a en face, qui en plus ont mis une parade à ce pressing. Je sais pas si vous avez vu, je vais le mettre sur le tableau, mais ils ont pas arrêté de changer d'aile, c'est-à-dire que ils avaient bien compris que on allait densifier le nombre de joueurs dans une zone. Donc eux, dès qu'ils pouvaient, ils renversaient le jeu de l'autre côté. Ils ont fait des changements d'aile comme ça tout le match. Je pense qu'ils l'avaient anticipé et travaillé. Donc le pressing, en fait, il faisait pchit. Par comme tu l'as dit, Marco, la technique adverse, et puis deux par aussi voilà, c'est un bon entraîneur, Luis Enrique. Il avait travaillé il avait vu venir, quoi. Chose qu'on n'a pas vue sur ce match-là, contrairement au match précédent face à Reims, c'est des longs ballons pour aller chercher ses attaquants rapidement en contre-attaque. On l'a très très peu vu dimanche soir au Parc des Princes, alors que ça nous avait plutôt souri face aux Rémois, et on n'a pas sollicité cette solution. Alors, est-ce que ça vient parce que la défense parisienne, elle est solide, mais moi, je trouve que c'était un petit peu toujours pareil, le fait de remonter le ballon. Il n'y avait pas trop de variété dans le jeu côté stéphanois. Vous avez la même vision sur cette rencontre-là, le fait... Parce qu'Olivier, il parlait de transversal côté parisien, mais cette verticalité qu'on a eue face à Reims, là, on l'a pas trop vu sur deux passes, quoi.
Mais moi, j'avais eu beaucoup de changements contre Reims dans le jeu de l'Arseneur. Contrairement à l'époque d'Aloglio où il jouait beaucoup, il repartait de derrière, balle au pied. Et donc face à Reims, il y a eu beaucoup de dégagements, de longs dégagements. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué de la part de notre gardien. Et c'est vrai que je pensais qu'on aurait la même chose au parc. Et puis finalement non, on a de nouveau essayé de rejouer derrière, ce qui était dangereux. Comme j'ai dit tout à l'heure avec les défenseurs centraux, on a pris beaucoup de risques. Bon, c'est passé. Il n'y a pas eu de conséquences heureusement, mais oui, c'était une solution. On a vu 2 ou 3 relances simplement au pied là, durant la partie au parc de l'Arseneur, des ballons moins longs que d'habitude. Mais c'est vrai que c'est vraiment le grand changement que moi j'avais noté par rapport à la première de notre nouveau coach, à Geoffroy Guichard, face à Reims. Et pourtant, Orneland, il est d'accord avec toi parce qu'il n'a pas arrêté. Ils l'ont souligné, donc les journalistes qui sont en bord terrain, de dire à Stassin, demande la balle dans la profondeur. Donc je pense que lui, il aurait aimé, mais peut-être ils ont pas pu. Ils étaient aussi pressés, ils ont peut-être pas pu. Mais c'est vrai que Stassin, il lui demande sans arrêt de faire des appels dans tous les sens. Oui, et c'est un joueur qu'on a très très peu vu pendant 90 minutes au parc Stassin. Ouais, il était lent sur sa transmission, l'action dont vous parlez tout à l'heure, la deuxième occasion de Davidaschwili. Après, il prend sa chance juste avant la mi-temps, là, mais bon, un tir sans grande puissance. Puis après, il s'est éteint au fil de la partie, effectivement. Je parlais de l'Arseneur tout à l'heure, au tout début d'émission, on demandait s'il y avait des regrets. L'Arseneur sort, il y a au moins 5 sauvetages de l'Arseneur qui empêchent que l'addition soit plus salée. Hein. Ah oui, carrément, donc, il y a un arrêt du pied, là, je crois que c'est face à Barcola. Oui. Ça passe juste au-dessus de sa transversale, mais effectivement, on la voyait au fond, c'était un 3 contre 3 sur une contre-attaque parisienne, là, sur la première demi-heure, je crois. Et fallait le sauver et il l'a fait. Ouais. L'Arseneur a été convaincant. On parlera des verres à moitié vides et à moitié plein après un premier titre musical donc d'un groupe parisien. Écoutez, pour moi, c'est le meilleur actuel sur la scène rock indie, voire un peu psyché. C'est les Brian Magic Tears sur le label Born Bard Records. Ils ont sorti un deuxième album au mois de novembre 2024, donc c'est tout neuf. Là, c'est le rouleau compresseur Trim Roller par Brian Magic Tears. C'est parti. Brian Magic Tears, ça sonne Manchester, ça sonne Charlatans, j'adore. Et c'est vraiment bon pour commencer cette émission. On suit en direct le match du Puy. Ça fait 6 minutes que ça se joue. Il y a déjà eu des occasions de part et d'autre. Et il y a eu une double occasion Ponote là, avec une belle tête de Nicolas Pailly qui a failli faire mouche. Et voilà, il a fallu un bel arrêt du gardien normand. On revient dans notre émission Rock'n'Foot sur cette défaite de buts à 1. Donc dignement perdu, on a bien compris nos Verts en terre parisienne. On a quand même subi 25 tirs au cours de ce match. Résultat, on n'encaisse que simplement 2 pions. On peut revenir sur le penalty, le deuxième but peut-être, Eric, tu l'as évoqué tout à l'heure. C'est sévère, pas sévère ? Bah écoute, moi je dois t'avouer que de là où j'étais, j'ai pas vu grand chose. Après, au vu des images, oui, bien sûr, ça semble sévère, mais c'est pas la première fois que ce genre de penalty est sifflé face à Petro. En plus, je crois que c'est le 10e penalty sifflé contre les Verts depuis le début de la saison. Et le 3e pour Petro. Et le 3e pour Petro. Alors, c'est bon, comment éviter ce genre de choses. On doit lui apprendre de défendre différemment, mais enfin, c'est très compliqué. Ça va très vite sur le centre de Hakimi. Franchement, c'est très, très sévère. Et par contre, moi, puisqu'on parle de penalty, j'étais persuadé, puisque c'est devant moi que ça s'est passé en deuxième mi-temps, qu'il y aurait penalty sur la main d'Apia, il me semble.
Mais avant, le ballon a touché une autre partie, une autre surface de son corps. C'est pour ça qu'il n'a pas été sifflé. Exactement. C'est pas ce que j'ai compris. Mais là, pour moi, c'était devant moi et pour moi, c'était flagrant qu'il y ait penalty. Alors que la première situation, j'avais rien vu. Et c'est uniquement après, en consultant les images. Je trouve ça sévère. Alors, on va pas revenir. Les Parisiens étaient largement supérieurs sur cette rencontre, mais siffler un penalty comme celui-ci, alors l'arbitre sur le coup, il ne le voit pas, il ne le siffle pas, et il a raison. Et après, donc il y a un temps d'arrêt, c'est la VAR qui intervient. Effectivement, t'as bien une main, mais bon, quand tu défends, tu vas pas t'amputer tes deux mains, quoi. C'est quand tu cours, tu cours avec tes mains aussi, donc c'est compliqué. Si c'est toujours pour mettre ses bras derrière son dos sur 15 ou 20 mètres, je trouve ça ridicule. Voilà, c'est des choses qui ne se sifflaient pas dans les années 80, 90 et bien avant. Voilà, c'est un autre football, quoi. Et je trouve ça dommage parce que à 2-0, le match est pas plié, mais presque, quoi. Et puis ils ont eu des opportunités, les Parisiens, pour en marquer un troisième, et ils ont marqué un troisième qui a été refusé. Cette fois-ci, la VAR nous a été favorable, même si c'était quand même litigieux. Il n'y avait pas grand-chose sur Bouchoirie, mais voilà, c'est comme ça, mais c'est quand même relativement spécial. Le penalty leur a permis de faire le break. Après, il y a une certaine forme de pression qui a été mise par les Parisiens. Quand l'arbitre va consulter la VAR, à ce moment-là, Dembélé prend le ballon. Vous ne l'avez sûrement pas vu à la télé. Et va directement au point de penalty, donc comme si le penalty était confirmé. Et après, quand il y a le troisième but qui est inscrit par Barcola, alors que l'arbitre va consulter également les images, le speaker s'empresse d'annoncer le but. Ça, c'est une façon de mettre la pression sur l'arbitre, donc pour signaler le troisième but parisien. Donc, je trouvais ça quand même particulier qu'il n'attende pas la décision de l'arbitre pour annoncer le troisième but du PSG, qui finalement est invalidé. Ouais. On arrête sur cette rencontre. Si on va faire les verres à moitié vide et à moitié plein. Olivier, on commence par les pleins. Ouais, l'Arseneur, évidemment, en ce qui me concerne, j'ai dit tout à l'heure, donc il a fait une mauvaise relance, mais bon, il a rattrapé par un arrêt sur un tir écrasé de Ramos. Sinon, donc, il s'est employé, il a fait des parades face à Barcola notamment. Il y a aussi une super frappe de Lee qui va chercher dans la lucarne. Et puis après, donc également en fin de partie, donc face à Ramos. Donc, comme je dis tout à l'heure, il a évité que l'addition soit plus salée. Après, Davitashvili, donc c'est offensivement le joueur qui a été quand même le plus dangereux. Alors, il n'a pas fait un match plein, il a laissé pas mal d'espace malheureusement pour le pauvre Petro. Mais bon, offensivement, les deux premières occasions, c'est lui qui se les crée, c'est lui qui marque le coup franc. Bon, il fallait le transformer. La semaine dernière, on a parlé des coups francs qu'on a eu du mal à transformer de manière directe en fin d'émission. Et puis là, pour une fois, jusqu'à présent, il n'y a que Cafaro qui était capable d'inscrire des coups francs dans cette équipe. Et donc là, c'est lui qui marque, qui relance. Mais bon, après, il n'a pas fait un grand match. Nadé derrière, j'ai trouvé costaud. Il fait un super retour en fin de match devant Dembélé. Ouais. Nadé. J'ai bien aimé les milieux de terrain. Mouton qui est à l'origine des deux premières occasions. Après, il s'est un petit peu essoufflé. Bouchoirie a fait son match, même si, comme j'ai dit tout à l'heure, il prend trop de risques. On aurait pu le payer cher. Mais bon, voilà, c'est cette générosité quand même de la part de notre Marocain. Mais voilà, s'il y a un joueur à ressortir, pour moi, c'est évidemment l'Arseneur. Ouais. On a compris. Et Olivier ? Je vais pas répéter ce que tu as dit sur Davitashvili, l'Arseneur, Nadé. Je vais prendre Horneland à nouveau parce que je trouve qu'à la mi-temps, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois, il arrive à impulser quelque chose de nouveau. La semaine dernière, c'était Nadé qui s'est transformé dès la 47e en ailier. Je pense que ça vient de la causerie de la mi-temps. Et là, changer aussi Cafaro à la mi-temps, c'est osé. Il n'y en a pas beaucoup, on l'avait pas vu depuis le début de la saison, un changement comme ça dès la mi-temps. Donc je trouve que ça plutôt bien et en plus ça a impulsé aussi quelque chose de bien. On est revenu dans la partie ensuite. Donc voilà, encore une fois, le King Eirik pour moi. Ok, oui, comme Eric, je vais rejoindre l'Arseneur puisqu'il a été sollicité. Effectivement, j'aime bien Nadé, vous le savez bien, et j'ai trouvé qu'une fois de plus, il a fait un très bon match. Bouchoirie a été assez actif, mais il a perdu aussi quelques ballons. Voilà pour juste mes verres à moitié pleins. Vers à moitié vide, Eric ? À moitié vide, peut-être Cafaro, donc qui a été sorti à la mi-temps. Je ne penserais pas qu'il serait titularisé. Je pensais qu'il mettrait Boaké après son doublé face au Stade de Reims. Il a fait plutôt une entame correcte. Après, il s'est un petit peu essoufflé.
Peut-être qu'il l'a sorti parce qu'il défendait pas suffisamment aux yeux de notre nouveau coach, je sais pas. Stassin, voilà, il a mal joué le coup sur l'occasion d'entrée. Puis après, c'est vrai qu'on l'a peu vu, même s'il a fait beaucoup d'appels, évidemment, comme d'habitude, hein, c'est son jeu. Il est généreux dans l'effort, mais bon, il a pas pesé devant. Et puis après, évidemment, les latéraux, mais bon, il y avait tellement de bons joueurs en face, tellement rapides, c'est difficile de leur jeter la pierre à Pierre et Petro face à Dembélé et Barcola quand il déboule à toute allure, plus Hakimi qui va dédoubler, c'est quand même compliqué. Doué en plus qui rentre en deuxième mi-temps, comme je disais tout à l'heure. Il y avait quand même de sacrés clients en face, donc c'est pas évident pour eux. Mais bon, même si Petro est impliqué sur le penalty également, donc on peut mettre Petro, je pense. Tu vois, on le disait encore au mois de mai l'année dernière, si on monte à l'échelon supérieur, la première chose qu'on doit changer, c'est nos latéraux, et on le disait à l'antenne. Et finalement, on garde toujours les deux mêmes latéraux, hein, Petro et Apia. Alors, il y a Masson qui est souvent absent. Mais c'est sûr que là, face à une équipe supérieure et des joueurs beaucoup plus rapides, ça devient un souci, hein, parce que si tu es friable sur les côtés, et voilà, tu t'exposes, et ce fut le cas dimanche. D'autant que Cornu n'est pas du tout au niveau. D'ailleurs, on parle d'un retour en Israël pour ce joueur. Ouais, peut-être Batoubitsika aussi, je trouve qu'il est un peu en dessous et parfois il fait le minimum et on pourrait faire beaucoup mieux aussi en défense, je pense, que ce que fait le Congolais. Ouais, moi, verre à moitié vide, alors c'est pas évident pour lui, mais c'est Stassin. Simplement pour la première occasion qu'il a eue, hein, il a tardé à servir Davitashvili. Je pense que ça aurait pu changer quand même pas mal de choses, et donc ce sera le premier verre à moitié vide, et Cafaro aussi qui a été, je trouve, assez transparent au cours des 45 premières minutes. Voilà pour cette rencontre. Je vais vous poser d'autres questions. Après ce renouveau vert sur 2 matchs, hein, avec la touche norvégienne, êtes-vous optimiste ? La semaine dernière, tu nous as posé la question. C'était pas moi. C'était beaucoup plus, oui, encore plus optimiste parce que ouais, est-ce qu'on peut être, je sais pas comment tu l'as posé ça. Tu nous as demandé si on pouvait jouer l'Europe, non? C'est qu'est-ce que tu nous as, qu'est-ce que tu nous as demandé? J'ai pas eu cette route au cul-dance. Non, quand même pas jouer l'Europe. Et si on pouvait envisager qu'on ne soit pas mis en danger outre mesure. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il ne faut pas oublier que là, on est devenu barragiste. Hein. On est barragiste désormais. Donc voilà, l'opération maintien, sachant qu'il y a 2 clubs derrière nous qui sont distancés, Le Havre et Montpellier. Mais on a vu que voilà, Angers prend des points. Bon, il y a un match à 6 points, j'en parlais tout à l'heure, qui se profile contre Nantes. Donc moi, par rapport au match de Reims, je pensais qu'on pouvait... c'est totalement envisageable de considérer que les Verts pouvaient finir en milieu de tableau. Donc ne pas être inquiétés jusqu'au dernier moment par l'opération de maintien, quoi. Peut-être ça dépendra aussi du mercato parce que ça sera peut-être on va en parler. Mais pour l'instant, ouais, on est quand même. Moi, je me rappelle ce que j'avais dit à la question, c'est on va peut-être la chance qu'on a, c'est que les équipes vont s'affaiblir. Les équipes qui jouent le maintien. Montpellier, c'est le cas malheureusement. En plus, ils ont pris des rouges, mais ça va être le cas du Havre qui cherche à vendre tous les joueurs. C'est le cas de Lyon aussi. Tout le monde cherche à vendre les joueurs parce qu'il manque des sous. Donc, c'est peut-être ça qui va aussi nous sourire. Et puis, en plus, j'ai l'impression que ça va bouger du côté de l'Etra. Genre, je sais pas, ils ont peut-être 6 mois de retard, mais en tout cas, ils vont bouger au niveau du mercato. Sans renfort, c'est possible. Pour vous? Pour Olivier, oui. D'après le coach, oui, parce que quand on lui pose la question à chaque fois, il botte en touche en disant qu'il a des joueurs suffisamment intéressants qu'il peut continuer à développer donc pour envisager le maintien. Mais non, moi je pense qu'il faut des renforts, même si, si on n'a pas de renfort, il faut se dire quand même que Le Havre et Montpellier sont pour l'instant derrière nous, et puis eux ne vont pas recruter, ça c'est sûr. Donc déjà, on ne va pas s'affaiblir par rapport à eux, on ne peut que se renforcer. Et je pense qu'on aura des joueurs supplémentaires très bientôt, j'en espère un très rapidement. C'était la 17e journée de championnat, donc c'était la moitié de notre championnat. Résultat, donc Saint-Étienne, tu l'as dit Eric, est barragiste, 16e, avec 5 victoires, 1 match nul, celui à Nantes, et 11 défaites. On a un goal average de
négative de moins 21 et on a donc 16 points. Il faut savoir par exemple que le 10e a 22 points, c'est-à-dire 6 points de plus. Voilà. Quel bilan faites-vous sur cette première moitié ? Bah, c'est rien, hein. C'est ça l'objet de ta remarque, c'est que jusqu'à la 10e place, il n'y a rien, il y a 6 points, c'est rien du tout. C'est 2 victoires, plus des pions. Ouais, il y a le goal average, bien sûr, mais la 10e place, tu vois, il y a de la marge. Hein. Nous, si on finit entre la 10e et la 15e place, je voyais plutôt les choses comme ça. On va pas s'envoler. Hein. Et puis, encore une fois, on va faire du Strasbourg. Je sais pas si vous suivez un peu les résultats, c'est-à-dire qu'ils sont capables, comme c'est très offensif, ils sont capables de gagner 4-1, mais ils sont aussi capables de perdre 4-1. Donc je pense qu'on va avoir des résultats un petit peu comme ça. Il y a un gros test contre Nantes, mais on en parlera tout à l'heure. Pour moi, c'est un deuxième crash test contre une équipe qui est vraiment, si on voulait trouver une équipe de Ligue 1 qui joue le maintien chaque année, et qui est quand même armée pour ça, c'est Nantes. Hein. Donc on va voir qu'est-ce que le Horneland Ball donne contre Nantes. Pour moi, ça va signifier beaucoup de choses, parce que autant jouer comme ça contre Paris, finalement, eux jouent comme ça, mais je suis curieux de voir ce que va faire Horneland, ce que va faire l'équipe contre une équipe comme Nantes qui a des préceptes hyper défensifs et qui va attendre les Stéphanois tranquillement. Il y aura très peu d'opportunités. Le pressing, ils vont dégager, ils vont pas se faire s'enquiquiner, hein, les Nantais. Hein. S'ils sont pressés, ils vont dégager loin sur un attaquant, point barre. Et ça, voilà. Donc je suis très curieux et je pense que ça va donner le tempo de la saison. Si les Verts arrivent à surclasser Nantes à Geoffroy Guichard, je pense que on aura plus trop de soucis à se faire, parce que ça voudra dire que on est prêt pour le football champagne, mais on est aussi prêt pour jouer des équipes comme ça qui vont jouer derrière et qui attendent. On va passer à un second titre musical. Il est quelle heure ? Ouais, on va passer à un second titre musical, toujours un groupe parisien. Alors là, j'ai le choix. Si je vais passer La Femme, parce que c'est un titre que j'aime beaucoup, qui a des sonorités espagnoles. C'était l'album précédent de La Femme. Et pourquoi espagnol ? Parce qu'on en reparlera dans les coups de cœur. La Femme, Y tú te vas. Ni saber más de ti, cómo sufrí, pero yo sé que el amor es así. Todas las veces que me encuentro aquí, ya no quiero más. Y tú te vas, y no me queda otra más. Me quedo de mis lágrimas que he podido llorar. Y tú te vas, signé La Femme, le groupe parisien. J'espère que ça t'a plu, Eric. Ça a des sonorités hispaniques. Tout à fait, et tu t'en vas. Et tu t'en vas. Retour à l'actualité footballistique, et on va enchaîner avec l'agenda. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. Alors dimanche à 15h, l'ASS reçoit le FC Nantes, un classique du championnat devenu une confrontation entre mal classés. Les Verts, on l'a dit, sont barragistes, devancés par leur prochain adversaire uniquement à la différence de but.
Ce sera ce qu'on appelle un match à 6 points disputé dans un chaudron une nouvelle fois amputé de ses copes, malheureusement. Lors des 5 derniers matchs en Ligue 1, les Canaries affichent un bilan de 1 victoire, 3 nuls et 1 défaite. Ce n'est pas si mal, d'autant que les 2 nuls à l'extérieur ont été décrochés à Paris et à Lille. Sur la sellette, mais toujours là, Antoine Comboiré a changé de dispositif technique en passant d'un 5-3-2 à un 4-1-4-1 avec en pointe le seul Ablin. Il sera privé de son défenseur central Nathan Zézé, mais enregistrera le retour de son capitaine Pedro Chiribellia qui devrait occuper le poste de sentinelle. Le poison Moïse Simon est quant à lui incertain. Pour ses retrouvailles avec Geoffroy Guichard, Anthony Lopez devrait être chahuté, mais bien moins que si les Ultras étaient présents. Côté stéphanois, le groupe devrait être le même, à moins qu'on ait d'ici la fin de semaine une belle surprise. On en parlera peut-être tout à l'heure avec le retour annoncé d'Irving Cardona, même si ça bloque actuellement du côté de Barcelone. L'arbitre de la rencontre sera Florent Bata, assisté à la VAR par Clément Turpin. Monsieur Bata a arbitré 2 fois les Verts à domicile cette saison contre Le Havre et Montpellier. Et pour terminer, une donnée importante, les Nantais auront 3 jours de moins de récupération puisqu'ils se déplacent demain à 18h30 à Brest. Ça peut compter dans l'optique de ce match crucial pour le maintien. Ok. Suspension côté stéphanois. Aucune. Il y aura la suspension de 2 joueurs. Bouchoirie et Mouton contre le JOCR. Oui, tout à fait. Parce que ça, oui, bon, voilà, ça sera un de mes coups de tête. Mais effectivement, ces suspensions, tu en as parlé tout à l'heure, Olivier, ça pose quand même souci. Ça a obligé de recomposer totalement le milieu de terrain, parce qu'il y en a 2 des 3 joueurs habituels. Voilà. Seul et quoi est rescapé. Donc ça devient un petit souci quand même, hein, et non négligeable. Oh, ok, donc dimanche 15h à Geoffroy Guichard et sans Bibi, ouais, une fois de plus. C'est un peu... Si, il sera là, Ablin. Ablin, il sera là. Oui, mais Bibi, il sera pas là, Bibi. Marco, il est IDS. Ouais. C'est assez terrible, mais bon. C'est comme ça. On enchaîne avec les coups de cœur. Si je les trouve, coups de cœur, c'est là. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Coup de cœur pour Mady Camara, homme du match samedi dernier face à l'OL, auteur d'un but et une passe décisive sur une magnifique talonnade en pleine course. Notre ancien joueur a nargué sur l'ouverture du score le public lyonnais, où commence à offrir un double plaisir. Coup de cœur pour les Amazones qui ont battu en Coupe de France les Sardines sur le score de 2-1. Elles se déplaceront le tour suivant à Reims. Et un coup de cœur pour Dominique Rocheteau qui fête aujourd'hui ses 70 ans. Joyeux anniversaire à l'éternel Ange Vert. De mon côté, coup de cœur parce qu'on annonce une nouvelle saison de Ted Lasso, la série phare de Apple TV. Donc ils annoncent une nouvelle saison assez... croustillante, on va dire. Bah parce que j'en ai vu 3, moi. Hein, ouais, il y en a une 4e en préparation, voilà. D'accord. Et puis le Classico a été vu par plus d'1 million de personnes. C'était en clair sur la chaîne L'Équipe. Preuve qu'il y a en France des gens qui aiment le foot. Contrairement à ce qu'on a dit, parce que il y a une défection des abonnements à DAZN, hein, il y en a pas beaucoup, donc on a dit ouais le rugby fait presque plus de non, le foot reste le sport phare. Il y a la preuve avec cette grande audience pour ce match qui était diffusé en clair. Pour mes coups de cœur, oui, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, c'est Cardona. Donc Cardona qui est à l'Espagnol Barcelone, donc c'est pour ça que j'ai passé un titre un peu hispanisant. Puis un autre coup de cœur aussi en lien. Mais voilà, on en parle. Alors j'étais assez surpris lorsqu'on m'a dit Cardona pourrait revenir. J'ai dit ouais, mais bon, il fallait surtout pas qu'il parte. C'est surtout ça l'erreur. Alors là, ils font tout. Ça bloque du côté du club de l'Espagnol qui réclame une certaine somme, je crois. Mais on l'espère quand même cette semaine à Geoffroy Guichard, au moins à Saint-Etienne. Par contre, ils avaient évoqué qui pourrait jouer face à Nantes. Là, ça risque d'être compliqué s'il vient pas. Déjà, on est mardi. S'il vient pas demain, je vois pas qu'il soit titularisé ce dimanche. Oui, comme toi, Eric Camara, évidemment, et l'autre, c'est que des mots qui se terminent en A. C'est le Barça qui a gagné, écrasé les Madrilènes. Donc moi, ça me fait toujours plaisir que le Barça gagne face au Real. Donc, et puis là, c'était vraiment avec la manière. Je les ai vus jouer 2 fois cette année. Le Barça, c'est vrai que c'est un réel plaisir à les voir jouer. Hein. Quand on aime le foot,
c'est quand même très agréable. Voilà pour les coups de cœur. On enchaîne avec les coups de tête. Ça ne veut pas partir. Toujours pas. Tu peux faire Olivier, le roulement. Vous écoutez l'émission C'est pas faire, Coup de quoi. tête. Voici les coups de tête. Un coup de tête pour le bilan, bien sûr, catastrophique à l'extérieur, avec un pauvre petit point pris sur 27 possibles, du jamais vu dans l'histoire du club. Et ce point, c'était face à notre futur adversaire, le FC Nantes. Coup de tête pour le 10e penalty sifflé contre nous, à mi-parcours, là aussi, ça doit être un record. Pour la réserve tenue en échec à domicile par la Lanterne Rouge aux Lyonnais. Et enfin, pour ce qui s'est passé en avant-match au Parc des Princes, alors il n'y a pas eu le moindre incident, mais lorsque nous sommes arrivés, nous avons dû, après la traditionnelle palpation, nous aligner par groupe de 8 pour qu'un chien renifleur nous tourne autour. Pardon. C'était coupé, on m'a coupé le sifflet. Pour qu'un chien renifleur nous tourne autour, donc il y en avait, on était à peu près combien Stéphanois? On était 850 Stéphanois, donc imaginez la pagaille et le temps qu'on a mis avant de pouvoir rejoindre le parquage, tout ça pour rien. Donc de mon côté, le coup de cœur c'était le mercato pour Cardona, mais ça peut être aussi un coup de tête parce que je sais pas si vous avez vu, mais on parle de sommes absolument folles concernant des joueurs là comme Kusanov, là, le Lensois par exemple qui va aller du côté de Manchester City. Il faut bien se dire que vendre un joueur comme ça, c'est s'affaiblir, mais en même temps c'est l'équivalent de 2 années de qualification en Coupe d'Europe. Donc pour les clubs, le calcul est rapidement fait, hein. Il vaut mieux vendre des joueurs plutôt que performer par les résultats. Donc je trouve que c'est un système qui pousse vers le bas, ça on le sait depuis longtemps, mais là ça quand même on atteint des sommes hallucinantes dans le sens France-Angleterre. Pour mes coups de tête, les suspensions, je l'ai dit tout à l'heure, Bouchoirie et Mouton pour donc le match dans 15 jours. Ça sera face au Burgonde, face à Auxerre. Donc ça va vraiment affaiblir ce milieu de terrain. Il n'en a pas besoin. Et voilà, il nous reste 2 semaines de mercato. Je ne vois pas la SSE réagir pour des joueurs en milieu de terrain. Je ne sais pas. Il y a Mougou qui, comme il est rentré, qui est pas trop mal. Mais bon, il est un peu toujours chien fou, hein, on l'a encore vu dimanche soir. Et les pénaltys qui sont sifflés, donc, notamment celui sur la faute de main de Petro, mais sur cette 17e journée de championnat, il y a plein de matchs où en fin de compte, les pénaltys, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans les années 80-90, jamais ça sifflait, mais avec l'intervention du VAR, ça change complètement la donne et il y a des fois, on se demande, mais c'est où qu'ils ont vu la faute, quoi. Donc c'est vraiment pas évident que ça soit des fautes de main, que ça soit c'est pas grand chose et je trouve que ça fausse un petit peu la donne, quoi. Tous ces tirs au but qui sont offerts chaque week-end. Voilà. Et puis c'est pas souvent offert pour l'équipe verte surtout. Ça aussi c'est un coup de tête. Mais bon, ça vous le savez. Sur ce, passez une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour décortiquer les 16e finales de la Coupe de France. Hein. Donc rendez-vous demain soir au Stade Michelin à Clermont pour un Espali PSG à ne pas manquer. Hein. Si vous écoutez le mercredi, faut y aller, il faut se dépêcher, il faut préparer ses affaires bien au chaud, ses chaussettes d'Amar, et puis direction le Stade Michelin. Et sinon, on se retrouve donc pour après le match Saint-Étienne-Nantes, 15h, c'est sur DAZN, je crois. Oui, forcément. Non, pas forcément. Non. Oui, parce qu'il y a que, c'est que le samedi sur. Allez, 15h à Geoffroy Guichard le 19 janvier. Sur ce, bis à l'œil et allez les Verts! Allez, bonne semaine, allez les Verts. À bientôt, allez les Verts.